Alors, maintenant, nous allons voir un peu de l'instrumentation nécessaire pour travailler avec la HPLC. Ici, nous avons un résumé, un organigramme qui montre que nous avons besoin d'une unité d'alimentation du réservoir contenant les phases mobiles, de la pompe et un premier filtre. Cette pompe va faire circuler le solvant dans tout mon système à un débit déterminé. J'ai la valve d'injection qui est le dispositif de dosage à travers lequel j'injecte mon échantillon dans le système. J'ai un système de colonnes là où va se produire la séparation. Ici, j'ai la colonne de séparation proprement dit. Ici, j'ai une pré-colonne. Nous allons voir à quoi ça sert, la pré-colonne. Ici, j'ai un système de détention et de transition où je vais détecter le signal qui arrive. Et ici, un ordinateur. Et ici, j'ai un collecteur d'infraction qui, si je fais des chromatographie préparatives. Si ma chromatographie est préparative, c'est-à-dire si je veux collecter ce qui sort de la colonne pour isoler une substance déterminée, je dois avoir un collecteur de fractions. Si ce n'est pas préparatif, si c'est analytique, ce que j'ai ici, en fait, c'est un flacon de déchets. L'idée est donc que nous voyons ensuite chacune de ces parties. Parlons d'abord des phases stationnaires. Quelles sont les caractéristiques idéales des matériaux qui composent la phase stationnaire? Premièrement, ils doivent présenter la plus grande capacité d'échantillon dans les plus courts temps. Capacité d'échantillon dans le sens des quantités même. Mais cela a à voir avec la surface spécifique. Quelle quantité d'échantillon je peux analyser avec ces matériaux dans le temps les plus courts. Ils doivent promouvoir une meilleure résolution, une séparation de substances. Ils doivent être de facile introduction dans la colonne, c'est-à-dire de fabrication facile. Sinon, ce processus devient très cher. Ils doivent promouvoir une petite chute de pression, c'est-à-dire que lorsque le collant sort de la toyure et entre dans la colonne, ou il sort de la colonne pour la toyure, je ne peux pas avoir beaucoup de variations de pression. Et de préférence, ils doivent être bon marché. Nous n'avons pas nécessairement tout cela dans un seul package. Maintenant, les particules de ces matériaux, d'abord, elles doivent être petites. Plus elles sont petites, plus l'efficacité est grande. Elles doivent avoir des formes et des tailles régulières. La plupart des particules aujourd'hui sont sphériques, de formes régulières. Toutes les particules doivent avoir la même forme et de préférence de la même taille. Bien sûr, cette taille est en moyenne et écartée, mais elles doivent avoir une plage de taille très petite. Elles peuvent être poreuses ou pelliculaires, c'est-à-dire totalement poreuses ou poreuses seulement en surface. Nous allons voir une figure qui montre cela. Et elles peuvent contenir des phases chimiques liées à leur surface. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est que les particules peuvent être de tous ces types ici, solides, poreuses, superficiellement poreuses, ou encore monolithiques et une unique structure. Cela commence à être plus utilisé maintenant. Nous allons voir après. La majorité des particules sont sphériques. Elles ont des tailles jusqu'à 2 micromètres pour la séparation rapide, que nous appelons Ultra High Performance Liquid Chromatography, ou HPLC. Ce sont des colonnes très petites pour des séparations très rapides, autour de 5 micromètres, qui sont la majorité des colonnes pour la séparation HPLC. Et des particules plus grandes que 10 micromètres pour séparation préparative. Ces matériaux peuvent être dioxyde inorganique. La silice est le plus courant et il y a peut-être aussi y avoir de l'aluminium, du titane, de la zircone. Mais la silice est loin le plus utilisé. Je peux avoir des polymères organiques comme la cellulose, le polymère styrène, de vinyle, de benzène. Je peux avoir des matériaux mixtes, une silice avec un polymère déposé en surface. Et je peux avoir des phases chimiquement liées. Les phases monolithiques, laisse-moi voir si je vois un petit peu ici. Ici, j'ai une image qui montre comment serait une particule poreuse en surface. J'ai ici un noyau solide et c'est seulement cette structure autour qui a des pores. Ici, j'ai une coupe transversale d'une barre de silice monolithique. Qu'est-ce qu'un silice monolithique? C'est une structure unique. Ce n'est pas formé de petites particules, elle est formée par une structure unique
Ou dans cette structure unique, je sais qu'ils appellent des macropores et des mésopores. Un pore de taille plus grande et un pore de taille plus petite. Ces phases monolithiques, elles savent plus attention maintenant, plus récemment, elles diffèrent des matériaux conventionnels de remplissage, étant qu'une seule structure poreuse avec des macropores et des mésopores dans un seul solide. Contrairement à imaginer la silice comme un poudre avec plusieurs particules aussi petites, la silice monolithique est un solide unique. Les macropores permettent la haute perméabilité de la phase mobile. La phase mobile doit passer. Et les mésopores sont là où seront la phase chimiquement liée qui seront en fait les phases stationnaires, où se produira la séparation. Donc ici, j'ai une particule totalement poreuse, une particule superficiellement poreuse avec un noyau solide, ici une colonne monolithique. Ici une autre figure juste pour s'illustrer. Ici, encore la silice monolithique. Ici, un polymère, aussi avec cette caractéristique d'un solide unique. Ici, dans les cas, un polyméthacrylate de butyle, enfin, est un polymère. Juste pour vous donner une idée de la diversité des possibilités. Et alors, quand nous achetons une colonne, nous devons évaluer tout ça. Le vendeur va essayer de nous convaincre que, par exemple, silice monolithique est meilleur. Ah non, une silice recouverte de polymères est meilleure. Et ainsi de suite. La silice est encore la structure la plus utilisée et est encore considérée comme la meilleure. Seulement, la silice possède certaines limitations, principalement en ce qui concerne les pH. Je ne peux pas travailler avec une colonne de silice avec des pH inférieurs à 10, à 2, inférieurs à 2 ou supérieurs à 8, parce que j'ai ce groupe de silanol résiduel dans la structure de la silice. Même si c'est une silice avec un C18 chimiquement lié, j'ai encore ce que nous appelons des groupes silanol résiduels dans cette structure. Et ces groupes OH peuvent interagir avec l'échantillon basique. Et alors le pic de cette analyse, qui est basique, qui a un caractère basique, devient un pic large à cause de cette interaction avec ces groupes silanol. Déjà un pH acide, pH inférieur à 2, je commence à observer l'hydrolyse de la structure propre de la silice elle-même. Parce que alors j'aurai la rupture de la liaison entre la phase stationnaire que j'ai placée là et le groupe hydroxyle de la structure de la silice. Une solution à cela, c'est de protéger le groupe SiOH de la surface. Et alors, j'ai quelques alternatives. Ici, j'ai un exemple où je fais que le groupe silanol résiduel reste protégé. Donc, le R ici est la phase stationnaire en C18 par exemple, et ce groupe ici entouré servent seulement à bloquer l'accès de quoi que ce soit au groupe silanol disponible. Ici, j'ai un exemple d'une phase où les groupes silanol ne sont pas protégés. Donc, cette phase stationnaire aurait un avantage sur celui-ci. Mais si j'ai des autres exemples, ici, le groupe silanol résiduel aurait été substitué par un groupe méthyle. Et ici, j'aurais une protection stérique, encore une fois, et une protection stérique. Quand j'ai décrit une colonne de séparation, je dois dire quel est le système de séparation, si c'est par absorption, partage, échange d'ions, exclusion. Je dois dire quelle est la taille de la colonne, quel est le diamètre interne, quel est le type de support, quelle est la phase stationnaire proprement dit, quelle est la taille des particules et de la taille du pore. Tout cela vient de la description d'une colonne chromatographique. Ici, j'ai un exemple. Ici, j'ai la colonne. Ici, la précolonne. Qu'est-ce qu'une précolonne? La précolonne a en général les mêmes caractéristiques de la colonne, la même phase stationnaire, la même taille de particules. La précolonne a les mêmes caractéristiques, même phase fonctionnelle, même quantité de particules, tout exactement pareil. Seulement, c'est une colonne très petite qui vient avant la colonne. Et à quoi sert? Elle sert à augmenter la durée de vie de la colonne. Tout dommage que la colonne subirait, la précolonne le subira en première. C'est comme une colonne de sacrifice. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Comme elle est plus petite, elle est beaucoup moins chère, et donc pour une colonne, je vais changer
je vais utiliser plusieurs précolonnes pour augmenter la durée de vie de ma colonne. Donc ici, j'ai une colonne, face inversée, C18 avec 22 cm de longueur, 86 mm de diamètre interne, 5 micromètres de taille de quoi d'autre, taille de port, support ici, ainsi de suite. Tout cela vient dans la description de la colonne. Ici, une photo, quelques photos de connecteurs de colonnes. Pourquoi est-il important de parler? Parce que la colonne, nous la retirons et l'arrangeons, et donc et nous avons déjà dit que la phase mobile liquide passe là tout le temps. Et la pression interne du système est assez élevée. Parce que la quantité d'espace vide dans une colonne HPLC est très petite. Donc ces connecteurs doivent être très robustes pour qu'il n'y ait pas de fuite. Donc ici, cette figure montre comment ajustement pour être parfait. Et ici, j'ai des connecteurs qui peuvent être métalliques et aussi des connecteurs qui peuvent être en plastique, en matériau plastique. Quand ces connecteurs sont en plastique, je peux le fermer manuellement. Mais quand ils sont en métal, j'ai besoin des outils. Ici, j'ai une petite boîte qui montre comment je dois ranger les colonnes. Et je n'ai jamais vu une petite boîte comme celle-ci pour ces colonnes. En général, nous avons une petite boîte pour chaque colonne. Comme nous achetons une colonne, elle vient dans une petite boîte avec cette mousse, avec l'espace pour placer la colonne. Nous ne mettons jamais les colonnes en vrai dans un tiroir pour ouvrir et fermer le tiroir et la colonne rouler dans un côté et l'autre pour dommage. Concernant les phases mobiles, nous pouvons se dire ceci. Premièrement, ils peuvent être des solvants organiques, des solutions aqueuses, et peuvent être des mélanges des deux. Je peux faire une élution isocratique et je peux faire une composition variable, gradient d'élution. Quelles sont les caractéristiques de ces solvants? Premièrement, il doit être bon solvant pour l'échantillon. Deuxièmement, il doit avoir peu de réactivité. Réactivité avec quoi? Il ne doit pas réagir avec le parade de la colonne, ne doit pas réagir avec le support, ne doit pas réagir avec l'échantillon. Il doit présenter une faible viscosité parce que plus le liquide est visqueux, plus je dois appliquer la pression. Travailler à très haute pression n'est pas bon pour mon système, donc faible viscosité. Il doit être sûr pour l'analyste. Il doit être non toxique et sûr pour l'équipement. Il doit être non corrosif, non toxique sur le lait. Le seul éloigne non toxique est l'eau, mais moins toxique est mieux. Il doit avoir un haut degré de pureté et il doit être compatible avec le détecteur utilisé. Qu'est-ce que cela signifie? Pendant qu'il y a la phase mobile qui passe dans la colonne, le signal de détecteur doit être 0, ok? Dans le cas du détecteur UV qui est le plus commun, le solvant doit être transparent à la longueur utilisée. Ici, j'ai un petit tableau qui montre une série hélotropique. Ce joli nom signifie seulement que les solvants sont placés dans l'ordre de polarité. Une série hélotropique pour phase normale est une chose et c'est le contraire pour phase inverse. Ce tableau montre une série hélotropique pour l'absorption sur silice, c'est-à-dire phase normale. Dans ces cas, le loin le plus fort est l'eau. Ici, ce nombre ici représente cela. Le loin le plus faible sera l'hexane. Donc ici, c'est l'élution faible pour ce cas. Ici, j'ai la viscosité, plus c'est visqueux, pire c'est. Ici, j'ai la force, je ne sais pas exactement c'est là que ça me fixe ce nom. Désolé pour cette faille. Le 0 ici dit que c'est le loin le plus faible. Ici, l'eau est le loin le plus fort parce que c'est le plus polaire et la silice est polaire. Et cette coupure ici, de la longueur d'onde, signifie ceci. Nous venons de dire que la phase mobile doit être transparente pour le détecteur utilisé. Cela signifie que, par exemple, le méthanol, qui est un loin bien utilisé, assez utilisé en HPLC, il absorbe le rendement UV jusqu'à 205 nanomètres. Donc, jusqu'à 205
nanomètres, je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux utiliser la tension qui est au-dessus de 205 nanomètres quand le méthanol est loin. Si je regarde bien ici, de tout le pire dans ces critères, c'est l'acétone. Si j'ai un analyte qui absorbe à 300 nanomètres, je ne peux pas utiliser l'acétone comme phase mobile, car l'acétone elle-même va absorber à cette longueur d'onde. Ici, c'est la longueur d'onde et ici l'absorption. Donc, supposons que j'ai le spectre d'absorption d'une substance, alors la longueur d'onde maximale est ici. Ok, cette longueur d'onde ici est le maximum. Cela signifie que si je choisis cette longueur d'onde ici pour la détection, j'aurai la valeur d'absorbance la plus élevée possible. C'est le spectre d'absorption de mon analyte. Maintenant, les solvants, ils doivent avoir un spectre comme ceci. Attends. La majorité de ces solvants ici absorbent au début de la région UV. La région UV va de 200 à 400 nanomètres environ. La majorité absorbe ici. Supposons ici que, par exemple, la partie, parce que si je n'ai pas dessiné si bien, cette longueur d'onde ici serait la coupure UV pour ces solvants. Donc la coupure UV serait la longueur d'onde à partir de laquelle ces solvants n'absorbent pas. Donc si je veux mesurer cette analyte ici à ce maximum, je pourrais utiliser ces solvants parce qu'ils n'absorbent que jusqu'ici. Ici nous avons le même tableau mais montant seulement l'acétonitrile, le méthanol et l'eau, qui sont les trois solvants les plus utilisés pour le C18, qui est la phase stationnaire utilisée dans 95% ou plus des applications. Ils sont miscibles à l'eau. L'eau n'absorbe pas les rayonnements UV à aucune longueur d'onde, donc elle est totalement transparente. Le méthanol de 105 à 700 à 800 environ. Les deux sont tranquilles sur ce point, mais maintenant l'eau, l'inconvénient de l'eau de 3, c'est qu'il est souvent le plus visqueux. Donc, quand nous introduisons de l'eau dans le système, nous voyons la pression monter. Quel est l'autre avantage de l'eau? Elle est totalement non toxique, n'est-ce pas? Le méthanol est toxique, l'acétone c'est non toxique. Ici, nous avons de nouveau les séries allotropiques, mais maintenant montrant la phase inverse et la phase normale. En phase inverse, la phase croix du polaire vers la polaire. En phase normale, la phase croix de la polaire vers le polaire. En la phase mobile doit être filtrée, donc ici, c'est milieu. Nous mettons un petit filtre jetable. Quand nous utilisons un kit comme celui pour filtrer un solvant de qualité HPLC, ce qui doit être exclusif. Il ne peut pas être utilisé pour d'autres choses. La phase mobile ne peut pas avoir un matériau particulier, donc il faut filtrer. Pourquoi? Parce que cela va obstruer le système. Cela peut obstruer un filtre qui tourne tout le long du chemin. Dans ce système HPLC, nous avons plusieurs filtres. Ou cela peut obstruer la colonne elle-même. Et cela va faire quoi? Augmenter la pression du système. Donc, tout solvant doit être préfiltré et dégasifié avant d'être utilisé. Nous pouvons faire la filtration aux ultrasons. C'est l'équipement le plus utilisé dans les laboratoires pour faire la dégasification. Et beaucoup d'équipements ont des dégasificateurs en ligne. Et ici, nous avons une petite photo de ce qui dit pas grand chose, mais c'est un dégasificateur en ligne qui fonctionne sous vide. Le solvant entre dans le système par l'une des entrées, passe par une fine tuyau composée de membrane semi-perméable au gaz. Il sort du système en direction de la pompe ou la valve de gradient basse pression. Donc, nous pouvons dégasifier le solvant extérieurement en utilisant un petit appareil à ultrasons ou utiliser un gasificateur intégré, le chromatographe lui-même. Ici, nous avons une photo d'un récipient qui est le réservoir des phases mobiles où les phases mobiles vont rester. Ici, à l'extrémité, j'ai un petit filtre comme celui-ci. C'est un filtre d'admission de la phase mobile. Il est normalement en acier inoxydable et c'est matériau poreux. Ici, nous avons les tuyauteries qui sont en général en téflon. Le téflon est un matériau très inerte et quand la pompe est allumée, ce liquide est aspiré à l'intérieur de la pompe. Donc la pompe, nous avons l'habitude de dire que c'est le corps de
du chromatographe. Ces pompes doivent fonctionner à des pressions allant jusqu'à 500 atmosphères, bien que l'atmosphère ne soit pas notée de pression commune en HPLC. C'est juste pour avoir une idée de la pression élevée. Et elle doit fonctionner en pression allant jusqu'à 500 atmosphères avec la même précision et l'exactitude de fonctionnement que la pression ambiante. Elle doit être capable de permettre le débit allant jusqu'à 5 ml par minute. Elle doit être résistante à la corrosion selon la phase mobile employée. Donc nous avons une pompe qui a des parties faites par exemple de rubis et de saphir parce qu'elle doit être résistante à la corrosion. Les mécanismes doivent être résistants aux hautes pressions, au frottement, à la dissolution, à la corrosion. Donc certains parties sont de saphir et rubis. Nous allons voir lesquels. Ces saphirs et rubis sont évidemment synthétiques, mais ce sont de saphir et rubis. Et les contrôles électroniques de cette pompe doivent permettre la programmation du débit désiré. Donc, une fois programmé le débit de 1 ml par minute, ce débit doit rester constant. Et l'interruption du processus pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire, si je vais, par exemple, en commentage, une particule coincée quelque part, il y a un commentage, la pression va monter. Cette pompe doit s'éteindre automatiquement quand cette pression atteint la valeur limite à laquelle elle est ajustée. Donc, il existe deux types de pompes les plus communs en HPLC. Et dans la vie quotidienne, nous l'appelons pompe binaire et pompe quaternaire. Mais nous pouvons aussi l'appeler des gradients basse pression ou gradients haute pression. Dans les deux cas, il se produit la programmation de la variation de la composition de la phase mobile en fonction du temps. C'est-à-dire que je peux travailler en mode isocratique, mais je peux aussi travailler en mode gradient. Et dans les deux cas, j'ai aussi besoin d'un mélangeur. Parce que je dois mettre là, par exemple, 50% de méthanol, 50% d'eau. Cette pompe n'est pas capable de seule faire ce mélange parfait. Je dois avoir associé à la pompe, qu'elle soit basse pression ou haute pression, un mélangeur. Et quelle est la différence entre basse pression et haute pression? Avant cela, j'ai une petite illustration de comment fonctionnent les pompes. Ce que nous avons ici, c'est la tête d'une pompe. Ce qui est en bleu foncé, ici est le piston, il est fait de saphir. Ici, j'ai les clapets anti-retour. Nous ne disons jamais ainsi, dans le bâtard, nous la parlons bien. Le clapet anti-retour d'entrée et de sortie, donc ici, il y a une animation montrant comment cela fonctionne. Plus ou moins. Donc, ce piston fait le mouvement. Remarquez que elle s'ouvre et l'autre s'enferme. Celle-ci, regardez, celle-ci, c'est d'entrée. Donc, le piston va vers l'arrière, l'hélice entre. Il va vers l'avant, l'hélice monte, remplit, pousse, tire, pousse. Le tir va vers le haut. Ne vous inquiétez pas avec ces jolis dessins, c'est juste pour que vous sachiez qu'il existe deux types de pompes, qu'ils sont différents et que chacun a ses caractéristiques. Donc ici nous avons une tension d'une pompe binaire ou haute pression, pompe à gradient haute pression. Donc nous avons ici la pompe A et la pompe B. Cette pompe binaire compose les loins à travers la combinaison de flux de solvants provenant des deux pompes. Donc, nous avons ici la pompe A et la pompe B. Elles sont considérées comme l'optimisées car elles possèdent un faible volume mort et des gradients plus faibles. Les pompes binaires ont tendance à être plus chères, mais aussi plus précises. Elles sont très utilisées pour la chromatographie ultra performance. Et remarquez que nous avons ici la pompe A fonctionnant avec ces deux valves, la pompe B et ensuite j'ai un mélangeur. Je dois toujours avoir un mélangeur, ok? Et ici, je sortant le système mélangé. Remarquez que si j'ai un solvant bleu, un solvant rouge, et que si sortant le mélange violet. C'est ce que ce dessin représente. Ici, j'ai une pompe quaternaire. Pompe quaternaire parce qu'elle a 4 pompes? Non. Elle n'a qu'une pompe, mais permet l'entrée de 4 solvants. Jusqu'à 4 solvants. Ici, elle permet l'entrée de jusqu'à 2 solvants. C'est pourquoi elle est appelée binaire. Et ici, juste 4 solvants. Quels sont les avantages de celle-ci? C'est moins cher. Elle permet jusqu'à 4 canons, jusqu'à 4 solvants différents. Seulement, j'ai besoin obligatoirement d'un dégasificateur en ligne pour ne pas avoir de problème avec ma pompe.
j'ai ici une seule pompe, donc les solvants sont aspirés, dégazéfiés, mélangés, puis passent par la pompe. Donc ici, un solvant va dans une pompe, un autre solvant va dans une autre pompe, et ensuite ils sont mélangés. Ici, ils sont mélangés et ensuite passent par la pompe. Ici, c'est juste pour vous donner une idée. Ici, ce sont les deux, une pompe quaternaire et une pompe binaire, juste pour illustrer la nécessité du mélangeur. Avant le mélangeur, nous n'avons pas les deux solvants complètement mélangés, chacun de notre façon, mais dans les deux, j'ai besoin nécessairement d'un bon mélangeur, ok, pour que le mélange soit en effet homogène. Et là, de nouveau, montrant l'importance de la pompe, parce que si la pompe ne fonctionne pas correctement, je n'ai pas moyen d'ajuster la phase mobile pour faire une bonne séparation. Et là, le même exemple que nous avons utilisé juste pour vous associer à l'instrumentation au résultat que nous voulons. C'est la pompe qui va promouvoir ça. C'est la pompe qui va faire les gradients si j'en ai besoin. Ici, nous avons que lumière parlant de la préparation d'échantillons HPLC, CBE. Je peux séparer plusieurs substances présentes dans l'échantillon, oui, mais je dois préparer mon échantillon adéquatement. L'équipement seul ne fait pas le miracle. Je ne peux pas, par exemple, penser que je vais injecter du sang dans mon HPLC. Je dois faire une préparation, je dois faire une précipitation, une filtration, une extraction, ok? Je peux toujours fouiller, filtrer, faire une extraction liquide, une extraction en phase solide. Je dois dissoudre mon échantillon de la phase mobile que je vais utiliser. Et toujours, dans tous les cas, je dois filtrer pour qu'il n'y ait pas de matériaux particuliers dans mon système. Ici, j'ai l'injecteur. L'injecteur a deux positions. Donc ici, il y a une photo, le gars est en train d'introduire l'échantillon dans l'injecteur avec une seringue. Et cette valve ici a deux positions, une position load et une position inject. Nous remplissons ici, c'est l'injecteur pendant qu'il est en position load ici. Cela montre la partie derrière. Cette tailleur en acier ici, nous l'appelons le loop, au loop. C'est cette boucle ici qui va définir le volume que je vais injecter. C'est le volume interne ici qui va remplir de mon échantillon. S'il est de 20 microlitres, je vais injecter 20 microlitres. Donc, je vais mettre ici dans ma seringue un volume d'au moins 5 fois plus grand que 20, 100 microlitres par exemple, parce que alors je vais appuyer sur cet angle ici, ce liquide va tomber à l'intérieur, va aller à l'intérieur, et ce qui est en plus va être jeté. Donc, avec 100 microlitres, je vais réussir à pousser le liquide qui était là avant. Je vais rincer la boucle et je vais remplir la boucle et le reste va être jeté. Donc, remarquez que quand cet injecteur ici est en position load, quand se passe-t-il? J'injecte, je mets mon aiguille ici, ok, il va remplir les liquides, il remplit les boucles, et l'excès va à la poubelle. Ensuite, je vais tourner cela ici dans le sens horaire. Je tourne vers ici. Je tourne cette voie vers ici. Ce qui est ici vient ici, ce qui est ici vient ici. Et alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? La pompe, ok. Le lien, la phase mobile vient par ici. La phase mobile va avoir accès à ce qui est dans la boucle et va pousser à l'intérieur de la colonne, dans l'autre position. Donc d'abord, je remplis la boucle avec mon échantillon, ensuite je tourne la valve et alors seulement la pompe va faire que la phase mobile entre ici et pousse sur l'intérieur de la colonne. Donc ici nous avons la présentation d'un échantillonneur automatique. Nous pouvons avoir exactement ce que nous avons ici. Ici nous faisons une injection manuelle. Nous pouvons avoir un injecteur automatique où nous allons mettre ici dans le carrousel plusieurs petits flacons comme celui-ci. Comme nous allons mettre un petit bouchon, c'est au milieu, en septembre. Ce bouchon au milieu en septembre de silicone que l'aiguille peut percer ici à l'intérieur. Et il y a un plateau avec plusieurs petits trous où je vais mettre tous mes viales. Et je fais une programmation. Dans la programmation, il va dire que je vais laver
la série, je vais jeter un demi-école, je vais mettre là, je ne sais quoi, 50, 60 échantillons. Il va faire cela automatiquement. Maintenant, le principe d'ingestion est exactement le même que celui-ci. Seulement qu'ici, il le fait automatiquement selon la programmation et la position où j'ai placé ici dans le plateau. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit au prochain cours.